à se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la pédale et le braquet. Bon, Antoine, Jean-Philippe. qu'est-ce que t'as, là? Ah, j'aime mieux pas en parler. Non, il est trop tard, il faut qu'on en parle. On parle de tes blessures à chaque fois qu'on fait un nouveau podcast. On parle de mes blessures. C'est pas facile. Je pense que il y a plein de jeunes parents, je pense, de passer par là aussi. Je vis de l'extrême fatigue. Puis Oui, ça. j'ai le zona depuis avant hier. Hein? Ça fait que j'ai des pustules dans le front. Puis je suis un peu défoncé. Ben, bienvenue. Lâchez pas, les parents. Lâchez pas. Je suis quand même là. C'est pas si pire que ça. Moi, j'ai toujours vu le zona comme une maladie de vieille personne ou de quoi là, que t'attrapais dans les pays du tiers-monde. Mais finalement, ça se pogne à Québec aussi. Ben, c'est ça que j'allais dire, le zona, mon Dieu, il y en a plein qui sont victimes de ça. Fait que, ben, écoute, je te souhaite bonne chance. Ben oui, là, j'ai commencé, j'ai eu la chance d'avoir une bonne amie tout près qui a pu me voir dans sa clinique et me prescrire ce qu'il fallait. Donc, je vais être remis sur pied rapidement. Voilà! Okay, de toute façon, on parle des courses du week-end, beau garçon. Ben oui, c'est ça. On a vécu plein de choses. Toi, tu les as regardées. Moi, j'étais occupé avec plein de choses, dont mes enfants. Écoute, on fait un petit résumé, puis après ça, on va parler à ton ami. Oui, il devrait venir nous rejoindre éventuellement durant notre heure d'enregistrement. Il a reçu le lien, j'espère qu'il va être meilleur que moi. Pour se connecter, c'est toujours pour se compliqué. connecter. Ça, les gens ne savent pas ça, là, mais... OK, avant qu'il arrive, parle-nous des courses du week-end. J'ai regardé rapidement. La seule chose que j'ai retenue de mon côté, parce que j'ai pas pu regarder les courses, on s'écrivait avec mes amis Sylvain, etc., qui, eux, regardaient les courses en fin de semaine. Mais au Grand Camino, en tout cas, Derek G a remporté sa première course par étape. Moi, j'ai quand même suivi toute leur semaine. Je discutais avec Hugo avant. J'ai pas parlé avec lui depuis qu'ils ont gagné, à part deux petits textos good job. L'équipe a vraiment fait un beau travail. Ils ont assumé. Il y avait l'équipe UnoX qui ont gagné les deux premières étapes là, avec Magnus Cort Nielsen. Qui est un coureur vraiment fort. Là. Ils ont montré ses stats. Il y a des victoires sauf en 2015, depuis ses débuts pro, il y a une moyenne de 2 victoires par année. Ah, c'est pas mal, ça. Depuis 2013. Sauf 2015. C'est que c'est peu de coureurs. On s'imagine que, OK, oui, Pogacar, il gagne 25 courses par année, mais c'est des one in a million. Mais la plupart des professionnels gagnent très, très peu de courses dans leur carrière. Puis, non, c'est un coureur qui passe un peu là, under the radar, mais il a gagné sur les grands tours. C'est un très bon coureur, très intéressant à suivre, très low-key. Puis, il fait des hôtel reviews aussi. Ah oui? Ouais. Dans quel sens? Il se promène, il avait développé, je ne sais pas s'il le fait encore, mais je me souviens qu'Hugo, il me disait que Hugo, il était beaucoup en chambre avec lui dans le temps qu'il courait chez Astana. Ouais. Et il faisait, dans tous les hôtels qu'il allait, sur ses médias, il faisait un review de l'hôtel où il était. Puis là, éventuellement, dans les hôtels, souvent, on sait pas trop. Souvent, c'est les soigneurs qui arrivent pour mettre nos trucs dans nos valises dans les chambres. Puis lui, les soigneurs, ils prennent pour eux les plus grandes chambres, souvent parce qu'ils vont masser, ils ont besoin de plus d'espace pour masser les coureurs. Puis lui, il se retrouvait tout le temps avec les meilleures chambres, parce que les hôtels disaient, comme je veux que ça soit lui qui soit dans cette chambre-là de l'hôtel. Je savais qu'il y avait toujours des belles chambres, puis il faisait ses reviews. Il était quand même assez suivi, puis les hôtels, ils savaient quand il arrivait. Tu vois, c'est ça la façon de faire, surtout que vous envoyez des hôtels là, dans une semaine. Là. Ben, c'est ça. C'est ça. Surtout des par étapes comme ça. Mais bon, écoute, il demeure quand même que c'est Derek G qui. Ils ont fait, lui, les deux, la deuxième étape que Magnus Cort a essayé, il a fait une grosse attaque. On a vu Hugo faire un bel job, là, tout le monde, là, un peu faire le train. Il a essayé de sortir en fin de course. Il a mis un peu tout le monde dans le rouge. Il a fait exploser. En passant, Magnus Cort, juste pour que les gens se rappellent là, de lui, là, c'est le dude avec la moustache. Oui. Qui ont fait un gros buzz durant le tour, là, le dude avec la moustache. Puis c'est encore le dude avec la moustache. C'est encore le dude, mais on peut passer à autre chose. Hein, Come on. Juste pour que les gens se rappellent de lui.
Ouais. Puis, mais ouais, l'équipe toute la semaine, là, ils ont, dès le début, dès la deuxième étape, Derek a montré qu'il était solide, il a fait exploser tout le monde, mais c'était une petite côte. Uno X était solide, ils ont réussi à revenir, il finit 10e. Le lendemain contre la monde, il écrase tout le monde. Puis après ça, le reste de la semaine, l'équipe a bien assumé. Là, et l'équipe a très bien assumé leur travail jusqu'au bout. J'ai écouté aussi la course un peu là, en diagonale pour un peu juste suivre les effets. Il a réussi à mettre au fond, puis c'est jamais facile. Il y a beaucoup de coureurs qui un genre de Joe Almeida qui n'a jamais gagné le classement général, qui est toujours là, qui est tout le temps fort, mais qui arrive de quoi à la fin. Puis de réussir à tenir ça jusqu'au bout, il y a une pression sur ses épaules quand t'es pas un leader incontesté. C'est pas facile de gagner un classement général. Et chapeau à lui, l'équipe a fait un super bel job. Ils ont vraiment eu l'air champions. L'an dernier, il s'était pété quelque chose à ce temps-ci de l'année, puis il a réussi quand même une très belle saison. Donc, ça montre qu'il met ses culottes de leader, puis ça a de beaux espoirs pour montrer le drapeau canadien là, sur la prochaine saison. Puis, en fait, très honnêtement, j'ai l'impression que Derek G est en train de découvrir aussi ce qu'il est capable, de ce dont il est capable. On l'a vu dans la dernière saison. C'est un coureur canadien qui est tellement chill. Il est tellement chill, ce gars-là. On dirait que ça se peut pas que ça soit comme un peu l'idée du cannibale là, qui va comme désosser du monde, ses courses. Là, il est tout doux. Puis, mais écoute, de plus en plus, j'ai remarqué, là, c'est tellement rendu technique, le vélo. C'est tellement rendu, il y a tellement de détails. Les coureurs sont tellement rendus pros. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais sur la fin. Ceux qui prenaient leur retraite, c'était les gars des années début 2000. Là. Ouais. Puis le modèle des meilleurs, c'était comme on course à la classe. On est des gars de classe. C'était plus un peu c'était plus des coqs. Je te dirais. C'était plus des grosses personnalités, c'était moins précis, c'était des gars qui avaient des gros talents. Ouais. Mais c'était work hard, play hard, la mentalité un peu là, de ceux qui ont connu là, les années Van Der Broek et compagnie. Là. Mais aujourd'hui, les leaders, pour embarquer dans ce moule-là de performance, il faut que tu sois extrêmement précis, cartésien, que tu manges tes bonnes affaires, que c'est quand même, c'est vraiment une vie de moine. Puis ceux qui adhèrent vraiment bien à aller en altitude pendant des mois, isolés, c'est des mentalités un peu, peut-être un peu plus cartésiennes, un peu plus OCD, si on veut. Ça fait que ça donne un peu, pour adhérer à cette personnalité-là, ils ont son focus, puis c'est un peu, je veux pas dire robotique, parce que c'est vraiment pas tous les coureurs qui sont comme ça, mais tu vois plus, mettons, des champions qui sont réservés à leur affaire, calmes, puis qui font le truc que des personnalités à la Peter Sagan, mettons, là, qui est un peu plus exubérante, puis pas le choix de côtoyer, là, c'est ce que je comprends, mais écoute, c'est des... Non, mais il est super gentil, mais c'est un gars qui est réservé, calme, puis qui fait ses affaires, mais comme tu disais, je pense qu'il n'a pas encore vu. Il commence à découvrir ce qu'il est capable de faire. Puis la confiance dans le sport, c'est tout. Là, un sprinter, c'est rare que tu vois des sprinters gagner année après année sans arrêt. Même un Cavendish, que oui, il a gagné après année, il y a eu des trous de 3-4 ans qui gagnaient plus. Des longs trous, là, pour vrai. Puis qu'on le voyait pas. Puis là, il revenait. Fait qu'il a eu une très longue carrière, puis c'est le recordman. Mais c'est dur pour un sprinter, parce que du moment que tu te mets à plus gagner, tu perds confiance. Puis le timing, la confiance dans tes équipiers, la confiance de juste tasser. Quand tu arrives dans un train de fin de course, là, on s'évade un peu, là, mais je trouve ça intéressant. Quand tu arrives dans un train de fin de course, tu as besoin, pour prendre ta place, il faut que tu sois respecté des autres. Parce que, mettons, si quand, dans le temps, c'était Sagan, aujourd'hui, Caleb Ewan, il va frotter dans le final, il y a moins de respect qu'il y a 5-6 ans qu'il gagnait 4 étapes sur le tour. Parce que là, ça fait 2-3 ans que c'est pas facile. Il change d'équipe. Mais il n'est pas moins bon. Il n'est pas moins bon, mais du moment que tu n'as plus ton momentum, là, en ce moment, là, un Milan et compagnie, là, eux, ils arrivent, là, puis c'est comme, OK, allez-y, là, vous êtes les plus forts, prenez le train, lance au millimètre, puis on va essayer de te battre. C'est que ça apprend, il y a la facilité aussi du train. Il y a tellement une grosse hiérarchie dans le peloton. Moi, j'ai fait des classiques avec Europcar, qu'on n'avait pas vraiment de gros leaders, équipe un peu underdog.
se placer au pied des monts, là, c'était tout un défi. Là. Ah oui, hein? C'était... l'enfer. Tu voyais Quick-Step qui arrivait avec Boonen, Tepstra et compagnie. Ouais. T'es laissé passer. Là. T'étais comme, OK, ouais. eux, ils montent. On va suivre, là, parce qu'il y a de quoi qui va se passer. Là. Mais eux, il y avait le champ. Là. Allez-y. Mais moi, j'arrivais, ouais, là, moi, je débarquais là, déjà un kid, première année pro que personne connaît, avec le maillot Europcar. C'était pas évident de prendre sa place. Là. Puis quand j'ai switché avec FDJ, déjà plus respecté, puis c'était pas à la hauteur de Quick-Step d'un classique, mais tu sais, on avait un Arnaud Demare qui pouvait gagner des étapes, Stéphane Koenig, etc. Ça fait déjà, juste là, tu prends... Il y avait beaucoup plus de respect, puis tu te fais beaucoup moins bardasser, puis quand tu arrives à te placer, le monde, tu sais, même moi, des fois, tu te vires à côté, il y a un kid qui te pousse dans le cul, puis tu sais pas c'est qui, puis il y a une équipe, t'es comme, hey, c'est qui ton leader, là? C'est un peu, hey, t'as pas d'affaires en avant, là, toi, là. Ah ouais? T'as eu cette attitude-là, à un moment donné? Pas trop, parce que moi, ça m'a tellement fait chier de me faire ça que je l'ai jamais trop fait, là. Mais après, quand, mettons... disons, sur un grand tour, qu'on a un David Godieu qui se bat pour le podium, puis il y a l'équipe du 10e au général essaie de venir me frotter dans la ligne, je vais comme être comme toi, tu t'en vas, t'as pas ta place là. Tu sais, quel monde que c'est. En tout cas, ça me fascine. Bravo encore à Derek G. Pour vrai. Puis il a gagné le contre-la-montre aussi. Ben, il a gagné, en fait. Il a réussi à diminuer les pertes. Non, mais il a quand même clenché au contre-la-montre. Il a quand même clenché au contre-la-montre. C'est pas lui qui a gagné le contre-la-montre. Il me semble qu'il a fini 2e au contre-la-montre. Bon, toi, on est bien informés. Non, mais après, là, il y avait encore de la course en sacrement là, la semaine passée là, de retenir. On sait qu'il a gagné le général. Il a gagné le time trial. Il l'a gagné avec, d'ailleurs, le nouveau casque Ekoi, hein, juste le dire. Déjà, il a fini 2e à la 4e étape. Étape difficile. Et il a gagné le contre-la-montre. Il a gagné le contre-la-montre par 16 secondes avec une moyenne de 40 km/h. Puis, tu sais, c'est un contre-la-montre assez... en tout cas, je le regardais, c'est le genre de contre-la-montre qui il y avait une bosse, ça partait, là, c'était comme une longue montée, puis après ça, un gros replat. Puis, imagine dans le replat en descendant, avec son casque Ekoi, la vitesse qu'il va aller, avec 6% plus vite. Là, à 60 km/h, ça fait une sacrée différence. Exact, contrairement à moi qui est sur un vélo à 33. Mais peu importe. Donc, bravo à Derek G. Il y avait d'autres courses. Moi, j'ai regardé au Camino, donc, pour suivre Derek G. J'ai regardé les highlights et tout, mais j'ai pas suivi le reste. Paraît-il que c'était un gros week-end aussi. T'avais le week-end qu'on appelle l'opening weekend. Ouais, c'est ça. Ça a été, paraît-il, ça a été intéressant. C'est ce qu'on me dit. Ben, c'est toujours intéressant parce que c'est des courses qui sont tellement intenses. C'est des grosses courses. Tu vas à la guerre. Puis il y a vraiment une mentalité. Tu sais, moi, ce week-end-là, je l'ai fait, je pense, 8 fois ou 9 fois sur 10. Puis c'est vraiment le début du gros bloc important de toutes les Classic Men. C'est là que ça arrive. C'est comme toutes les courses, janvier, février, c'est en préparation à les 6 prochaines semaines que là viennent de commencer. Ils sont vraiment importantes. Puis la première Omloop, c'est un peu un mini Tour des Flandres. C'est le même genre d'enchaînement. C'est un peu moins long, mais il y a 15 monts. En fait, c'est la même course sans le 100 km, pas de monts au début, genre grossièrement. Fait que c'est comme aussi dur, mais condensé. Donc, c'est vraiment tough, c'est important pour tout le monde. Les coureurs sont prêts, tous les leaders sont là, tous les gros classic men sont là. Puis ça brasse, il fait froid, puis tout le monde est motivé. Puis tu le sens, une course, mettons, elle n'est pas nécessairement plus belle, c'est juste, il y a une importance qui s'est créée sur cette course-là dans le peloton, puis tout le monde arrive avec le couteau entre les dents. Tout le monde est stressé au départ. Le départ est dans l'aréna au vélodrome de Gand. Puis c'est un gros party. On est comme dans un gros hangar. Puis là, on fait les team presentations. C'est dans la piste de Gand, où il y a les 6 jours de Gand, qui est une piste un peu famous en Belgique. Puis c'est le party, là. Il fait noir, il y a de la musique, il y a le gros DJ. Okay, c'est la grosse affaire pour vous. Ouais, c'est la grosse fête, là. C'est une des plus belles présentations, là. Pas la plus belle, mais c'est pour une course qui n'est pas un monument ou une grande course légendaire. C'est toute une présentation, là. OK. Puis ça a été une bonne course en soi. Écoute, encore une fois, je répète, moi, j'ai pas regardé. Moi, je l'ai pas mal regardé du début à la fin. Ça a été... J'ai hâte d'avoir on va avoir un peu les effets, les feelings de Jasper. Mais en
en tant que scénario, ça n'a pas été si excitant, j'ai trouvé. OK. Il y a eu du mouvement, ça a été dur, mais je ne sais pas si aujourd'hui, il y a tellement de... La densité du peloton, les coureurs sont tous tellement forts que l'écart est rendu dur, les équipes sont fortes. Fait que de réussir à faire des écarts considérables puis qu'il y ait autant de mouvements, tu sais, là, c'est arrivé, je pense que c'est un des plus gros pelotons à l'arrivée de l'histoire. D'habitude, ça arrive comme en groupe, là, tu sais, ça gagne à coup de 2-3. La victoire se joue en échappée. Puis derrière, là, c'est un groupe de 10, un groupe de 5, un groupe de 20. Puis c'est à peu près ça. Puis là, il y avait un groupe de plus de 50 coureurs à l'arrivée. Ça fait... Est-ce que c'est que tout le monde est très, très fort? Est-ce que la course a été moins dure? C'est ça qui est particulier parce que d'habitude, ça a bougé au même moment. Le scénario, genre, les parcours, on les connaît tellement. Puis c'est parti il y a eu les premiers mouvements au Molenberg. Il y avait comme un enchaînement de 3 monts assez important que tu sens que l'intensité monte. Puis c'est tellement fou. Là. L'an dernier, Stuyven, il est tombé. Il y a eu une grosse chute à l'approche des classiques. Je pense que c'était à travers les Flandres. Dans un mois, il y a cette course-là. Ouais. Puis moi, il y a 2 approches, puis il pourrait nous en parler un peu, que je déteste. Ça a été mes approches les pires. L'approche du Canariberg, puis l'approche du Mont de l'Enclus. Okay. Là, c'est 2 monts. Puis quand je dis l'approche, c'est que comment les classiques sont faits d'habitude. Le parcours, comment il est fait, c'est souvent, tu es d'une grande route nationale pendant quelques kilomètres, puis virage à droite ou virage à gauche dans une route de 1,5 mètre de large, en pavé ou en asphalte super raide. Puis là, en haut, ça relance. Puis tu sais, même si tu as les jambes, si tu es mal placé, donc si tu es 30e, 50e au pied de la côte, elle se monte pas nécessairement si vite en tout temps parce que on n'est pas les meilleurs grimpeurs dans les classiques, on est tous des gros bonhommes la plupart du temps. Fait que c'est une bataille de malades dans la grosse nationale à 4 voies, souvent plat ou faux plat descendant ou descente. C'est que ça roule à 60, 65, 70, 80, 90. Puis là, ça frotte comme des malades à 80 km/h pour virer en premier. Puis là, quand tu arrives dans le chemin, rideau. Quand on dit rideau, là, c'est que là, les équipes qui ont réussi à se mettre devant, qui sont contents avec ça, ils bloquent. Fait que là, ils bloquent puis ils roulent des fois quasiment le moins vite possible. Fait que là, derrière, là, ça fait des break checks. Il y en a, ça fait des arrêts. Il y en a qui mettent le pied à terre. Souvent, on le voit parce que ça fait un gros entonnoir. Là, le monde, là, ça l'étire le peloton, ça l'étire de peloton. Puis là, vers la fin de la bosse, le gaz au fond. Mais là, ça fait un élastique. Il y a du monde qui pète. Puis là, en haut, c'est des relances. Puis là, c'est de même, ça explose de partout. Fait que c'est comme ça. Puis cette descente-là, l'an dernier, il y a eu une chute où Wout van Aert est tombé, Jasper est tombé, puis c'était débile. Puis moi, j'haïssais tellement cette approche-là. Là. Tu te chies dessus, là. Ça va vite, puis ça frotte le peloton. Là. Il y a des vagues incroyables. Tout le monde crie de partout. Puis mais c'est ça qui rend ces courses-là aussi belles, c'est que c'est tellement stressant. T'as des balles de fusil dans les yeux là, pendant 200 bornes, là, parce que ça brasse. Ça brasse, puis c'est ça qui rend ça excitant. Et cette année, ça a été une surprise. Le vainqueur, l'an dernier, avait fait DNF pour sa première édition. Puis cette année, il gagne. Je vais essayer de bien dire son nom. Là. C'est Soren quelque chose. Soren Warenskål, un Danois, un Norvégien qui a été champion du monde U23 en 2022. Il a gagné 2 courses, 2 générales professionnelles l'an dernier, le Poitou-Charentes, le Tour de Belgique. Il a gagné en fait 2 fois, l'année d'avant aussi. Fait qu'un gros gars, il fait 92 kilos, quasiment 2 mètres. C'est 92 kilos? Ça, c'est Pro Cycling Stats. Là. C'est plus ou moins 5 kilos, mettons. Là. Ben, tu sais, mais reste au-dessus de 85, c'est un bon bébé. Là. Il est plus pesant que moi. Là. Voilà, il fait 6 pieds 5 aussi. Là. 6 pieds 6. C'est un gros bestiau. Un très bon contre-la-montreur. Puis il a réglé le sprint un peu devant Jasper Philipsen. Puis Paul Magnier, là, la star, la prochaine star des classiques françaises, qui court dans une équipe belge. Je sais pas comment ils vont. C'est la première fois qu'ils ont une star. Ben, ils ont eu Alaphilippe, mais pour les classiques, en tant que classic man, ça a toujours été des Belges chez Quick-Step. Donc, c'est à peu près ça pour Omloop.
Jasper a fait un lead-out assez impressionnant. C'est un des meilleurs lead-out men du peloton quand même. Surtout dans ces courses-là. Là, Stuyven? Stuyven, c'est assez incroyable. Là, tous les lead-outs qu'il a pu faire dans sa carrière pour un Mads Pedersen qui a été champion du monde. Quand tu parles d'un lead-out, quand je parle de lead-out, ouais. c'est d'amener d'amener dans les derniers mètres, dernières centaines de mètres, de tirer ton sprinter dans les meilleures positions pour s'assurer qu'il n'y ait pas de perte de rythme, perte de vitesse, puis le lancer comme. C'est littéralement le lancer sur une accélération pour que lui, à 100, 200 mètres, il fasse son sprint sans. Tu sais, ce que souvent, si tu n'as pas un bon lead-out man, puis tu joues dans le peloton avec les vagues et tout, ben, des fois, tu fais des break checks, tu gaspilles de l'énergie. Puis, tu sais, un break check à 65 km/h à relancer, là, chaque petit coup de pédale, c'est à coup de 1000 watts quasiment. Tu sais, c'est une seconde, mais tu sais, si tu fais plein de break checks, c'est pas linéaire, ben, après ça, quand il faut que tu en fasses 1500 sur ton sprint, c'est moins facile. C'est un peu plus dur. Ben, écoute, tu sais, en tout cas, on en reparlera à Jasper, tu sais, mais encore une fois, moi, j'ai regardé les finales, là, juste des courses, tu sais, puis tu me parlais de Paul Magnier qu'on n'a pas beaucoup vu avant là, j'ai l'impression. Tu sais, l'année passée, on l'a vu. Moi, je le connaissais pas plus que ça. Là. Cette année, là, il commence, là, il est sur des victoires deuxième place. Il a fini deuxième du Samin après Van Der Poel, tu sais. Ouais. Course d'ouverture, ouverture pour Van Der Poel qui gagne déjà. Le Samin qui est une belle semi-classique qui est très difficile. C'est des courses, il y a ça qui est tough. En Belgique, il y a plein, une fois que il y a plein de courses de même la semaine qui sont un peu underrated, mais sont vraiment dures. C'est juste comme souvent les grandes vedettes sont pas toutes là. Mais le Samin, c'est hot parce que je regardais parce que je comprenais pas trop. En fait, en toute honnêteté, je n'avais jamais entendu parler. Okay. Puis je suis allé regarder l'histoire de cette course-là, qui a 60 ans d'histoire quasiment. Là, je veux dire, ça reste quand même. Je savais pas ça. Oui, puis c'est une course qui a été beaucoup remportée par les Belges. C'est comme l'entièreté des vainqueurs, c'est des Belges pour presque. Puis tu sais, c'est pas c'est pas des grands coureurs, dans le sens où est-ce que, tu sais, en tout cas, moi, je les connais pas tant, pour être très honnête. Fait que, tu sais, un que je connaissais, tu sais, il y a McEwen qui l'a gagné dans les débuts des années 2000. Mais après ça, le reste, vraiment, là, tu sais, c'est pas des gros coureurs dont le nom nous reste. Cela dit, tu sais, clairement, c'est une course qui est populaire parce que c'est les grosses. C'est comme ce que je comprends, là, c'est presque la course que tu vas faire après avoir fait une grosse course du week-end, puis tu veux continuer à faire rouler les jambes. Là, ouais, ou souvent, c'est, mettons, comme nous, chez FDJ, là, avec l'équipe école, vu que c'est pas une World Tour, tu peux mettre tu peux mettre des continentales des fois avec nous dans ces courses-là. Fait que là, sur une équipe de 6, tu vas avoir 1 ou 2 jeunes comme expérience. Souvent, c'est quand, mettons, des fois, on a comme un pool de 10 gars pour les grosses classiques vraiment importantes. Puis là, les 2 qui n'ont pas couru le week-end, ben là, t'es fait courir là. Parce que peut-être qu'il y a eu une chute d'un des coureurs qui était comme dans le premier trio, si on veut, que là, il a chuté ou là, il est tombé malade. C'est que là, lui, si tu veux le faire courir la semaine prochaine d'une grosse course, ben c'est lui qui t'embarque. Là, tu le fais courir là, puis c'est quand même c'est le même feeling que les grosses courses. C'est du pavé, ça frotte de la même façon. Oui, c'est ça, froid, ça a l'air d'être tough quand même. Mais ces courses-là, souvent, c'est quasiment plus tough parce que c'est un peu plus décousu. Vu que tu n'as pas d'équipe grande favorite, c'est que ça va être moins un gros train habituel, tempo, puis à tel mont, c'est là que ça clutch. Il y a un peu plus de paf-paf, il y a un peu plus d'équipes, justement, que ça, c'est leur grosse course au calendrier. Tu sais, des équipes de 3e division qui sont là, puis tu as un Van Der Poel, puis c'est vraiment une grosse course. Ça fait que pour eux, là, ils essayent de se faire voir, ils essayent de faire des trucs, c'est que puis ces coureurs-là sont bons, c'est l'avenir, puis eux, c'est leur course la plus importante du moment. Donc, ils vont se donner, puis ça rend la course, c'est une autre dynamique de course, mais c'est tout autant difficile. Donc, c'est des courses de transition, des courses préparatoires, des courses de reprise ou des courses numéro 1 pour des coureurs numéro 2, 3. Ben, tu vois, en tout cas, cette course-là, je disais que ça avait une 60aine d'années. En fait, c'est la 57e édition cette année, mais c'est en l'honneur, tu savais, de José Samin? Tu connaissais José Samin? Non, le bon vieux José, je le connais pas.
C'est un coureur français qui est mort en Belgique. Puis c'est lui qui a gagné la première fois cette course-là. Puis ça a été renommé après sa mort OK. sur une course en 69 ou quelque chose de même. Fait que tout ça pour dire que c'était le week-end de course. Il y a deux autres choses que je voulais aborder avec toi parce que, tu sais, on commence la saison comme ça. On commence aussi la saison tu sais, des nouvelles tech, tu sais, des nouveaux bicycles puis tout. Puis, Mhm. tu sais, c'est la chose que j'aime le plus, je te dirais, dans les nouvelles saisons. Et si je peux me permettre un truc aussi, parce que je parlais des techs, mais aussi des nouveaux maillots. Le maillot de Cofidis, là, Ouais. oui, c'est Écoille. On est très content que Écoille fasse le maillot de Cofidis. Il est laid. Tu trouves? Ah mon Dieu que c'est pas une bonne saison. Hey, moi, je trouve pas les manches Ah jaunes, ou je sais ouais? pas. Hey, En je ce le moment, dans le trouve peloton, ils sont laid, tous là. pareils. Tout le monde est pareil dans le peloton. Je sais. Tu sais, à Genre chaque année, jaune, il y a des brun, coureurs qui stand rouge. out, mais à un moment donné, tu regardes, là, quand tu regardes des shots d'hélicoptère, tu essaies de comprendre qui est qui, puis d'essayer un peu de voir la dynamique de course. Pour les commentateurs, ça doit pas être évident, parce que hey, ils sont tous noirs et bleus, noirs et ish, noirs et Non, non, blancs. je comprends, mais on Tout le dirait monde est que c'est. pareil. J'ai trouvé ça. J'étais là. Ah, mon Dieu, je le trouve laid. Mais c'est pas grave, là, ça va. Je vais m'en sortir. Toujours est-il que c'est la première fois que, en tout cas, ben, avec un peu le gear qu'il y avait sur le week-end avec Cofidis, tu sais que c'est le retour de Campagnolo sur le World Tour. Fait qu'ils fournissent avec les vélos Look de Cofidis tout le gear, tout le groupe dérailleur. Et ça me fascine parce que tu sais, moi, j'étais un gros fan de Campi Mhm. longtemps. Et ben, c'est ça qui est ça, mon gars. Ben, ils sont de retour. Je les avais complètement oubliés, pour être honnête. Je savais même plus que ça existait. Fait que- Ah, mais je sais pas à quel point, tu sais, moi je t'avais déjà dit, Campagnolo, je les ai eus au début quand on était Ouais, avec Colnago chez Europcar, là, puis c'était, sont vraiment restés en arrière. Je sais pas ouais. si aujourd'hui, s'il y en a qui roulent le nouveau Campagnolo, s'il y a des gens qui veulent nous écrire en commentaire Ouais, c'est ça, les, j'ai aucune idée pour vrai. le feeling. Moi, je l'ai pas roulé. Pour l'instant, je l'achèterai certainement pas. Euh, mais j'ai pas beaucoup de commentaires. Puis les autres techs, on a vu là, ça parle, j'étais en train de lire ça tantôt, là, Pitcock, là, de plus en plus, ça fait une couple d'années qu'on a vu ça sur Ouais. Roubaix, les valves qui sont capables d'enlever de la pression. Puis Ouais. Des valves je pense que électroniques aussi. c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant parce que, surtout mettons, s'il se met à mouiller au milieu d'une course, Ouais. là, tu pars avec un peu plus de pression. Tu sais, nous, je pense que t'avais moi, je mettais peut-être 0.5 ou une barre. 3/4 de barre de moins, c'est que ça fait genre, je sais pas, 10-15 Pour. livres de moins quand il pleut. Ouais, Ma pression c'est quoi? pluie, ma pression sec, après ça, ma pression pavé de Roubaix. Tu sais, ils ont plein de Ah ouais? types de pressions différentes. Puis, à un moment donné, tu connais tes pressions. Tu sais, c'est comme le soir, les mécanos, ils annoncent de la pluie demain, tu veux combien? Moi, j'étais comme, OK, si j'ai des 28, si j'ai des 25, si j'avais des 23, tu sais, ma Ah pression, ouais? j'avais une pression différente. Puis, puis après ça, c'est ça, comme un Roubaix que tu as 100 km à 50 km/h avant d'arriver ces pavés. Ouais. Là, tu pars avec des boyaux de 32 gonflés à 4, 4,5. OK. Si tu te traînes quand même au début là, avant d'arriver, t'es vu, tu sais, c'est ta pression de pavé, mais là, t'as quand même 100 km à 50 km/h à te rendre avec ça. Fait que là, si t'étais capable de te mettre un genre de une barre ou deux de plus, Puis puis de là, quand l'enlever, t'approches ouais. des pavés à Trois-Villes, tu fais dégonfler ça. Il y a beaucoup de coureurs qui changeaient de vélo à l'approche, Juste pour les qui pneus. faisaient, mettons, le vélo classique, un vélo de route là, avec des pneus full gonflés. Puis, mettons, quelqu'un qui jouait la victoire. Là. Nous, Chic de mort, il y a des années qui avait changé de vélo. Fait qu'elle dit, comme avant que le gros fight de placement arrive, avant le premier secteur de Trois-Villes, les gars faisaient un switch de vélo Ouais. pour leur vélo avec les gros boyaux, les pneus, la pression pavée, puis là, ils partaient là-dessus. En tout cas, moi, ça m'a fasciné parce que j'étais là, mon Dieu, t'imagines-tu comment c'est rendu compliqué quand même? Tu sais, dans la roue, là, puis là, tu voyais que c'était tapé pas mal parce que ça devait probablement pas être Ah, puis ça doit les roues. brasser. Je sais pas à quel point ça C'est- doit faire peut-être du bruit aussi. Là. Ben, je sais pas, ça doit être c'est assez spécial quand même, mais bon, paraît-il que c'est la nouvelle patente. Puis, tu sais, Pitcock a un bon début de saison, fait qu'on l'ostinera pas pour.
Ouais, là, je pense qu'il va embarquer sur Strade. Je sais pas si. Non, je sais pas s'il est à Strade Bianchi en fin de semaine. Ça, c'est une autre course. Ceux qui connaissent pas, c'est une des plus belles courses de la saison. Ils l'ont rallongée en plus. De plus en plus, ils veulent la transformer en méga classique. C'est que là, elle est rendue. Avant, au début, Strade Bianchi, c'était comme un 170-180 km. Fait que ça faisait une course de à peine 4 heures. Puis là, depuis 2 ans, ils l'ont rallongé. Ils ont rajouté là, quasiment un 40 km. Fait que là, tu tombes d'une course de plus d'un solide 5 heures, 5 heures et quart. Fait que là, c'est pour favoriser, pour la rendre encore plus incroyable. Puis que c'était déjà tellement dur. Ça a toujours été des champions qui gagnaient cette course-là. Puis là, ils ont dit, il faut rajouter. Mais c'est si dur que 50... ça, la Stradé? Ah ouais, c'est vraiment dur. Vraiment beaucoup. Ouais, les secteurs sont quand même difficiles, les secteurs de gravier. Puis il y a beaucoup de bosses, là. Je sais plus c'est combien. Ça doit être. C'est comme 3-4 000 mètres de dénivelé, là. D'ailleurs, j'essaie de voir. Je pense qu'on avait fait. J'ai déjà monté un des cols de la Strade Bianchi en Italie. Je me souviens plus lequel, mais en tout cas, mais c'est beau en. Mais pour moi, c'est une des plus belles arrivées de l'année. Tu arrives sur la grande place de Sienne. La montée en pavé, le finish dans le village, là, au centre, devant la grande Bastille, là, c'est magique. Là. Le parcours est incroyable. Là, dans les grandes allées de cyprès, là, comme on voit dans les films, là, qu'on monte les côtes, ces chemins blancs. C'est tellement beau. On tombe dans des trucs de... Moi, j'ai fait une édition en 2018. Il n'y a plus de A à Z. C'était là... Mais tu sais, c'était un calvaire. Il faisait tellement pas beau, là. Je vais essayer, faut que je trouve la photo de ça. Je la mettrai dans les commentaires. Ouais, mais la gueule que j'avais, tout le monde, poivré, man, là, c'était... c'était l'enfer. C'est que, tu sais, c'est vraiment une belle course à regarder du début à la fin, parce que je pense après 10 km, c'est dans le premier secteur avec une grosse bosse, puis comme pendant 10 km, c'est du up and down technique en chemin blanc, là, c'est vraiment technique. Il y a une autre course qu'on n'a pas parlé. Dimanche, il y avait Kurn-Bruxelles-Kurn, parce que le opening weekend, c'est 2 courses. Kurn-Bruxelles-Kurn a l'habitude de finir plus au sprint, parce que l'enchaînement de monts techniques est comme à une 50aine de kilomètres et plus. C'est genre de 100 à 130, comme un enchaînement hyper tough de monts. Puis souvent, c'est là que ça l'explose. Il y a comme un mouvement qui se fait là. Puis après ça, tu tombes sur des chemins. Puis après ça, il y a pour se rendre à Kurn, il y a comme un 15 km de route nationale tout droit, une ligne droite. Vent de face, la plupart du temps. Puis après ça, il y a 2 tours. Maintenant, c'est rendu juste un. Mais d'un circuit urbain assez technique. C'est que souvent, tout revient. Là. Il y a tout le temps un échappé qui se crée. Cette année encore, il y a du mouvement. Il y a Tim Wellens qui a vraiment insisté. Ils sont sortis, ils sont fait rejoindre à 5 km. L'année que Stuyven a gagné, on était parti dans le vieux Quarmont, un groupe de 15. Moi, ma plus grande performance sur des classiques, on est un groupe d'une 15aine. Boonen, Tepstra, Luke Rowe, Stannard, Oliver Nyssen, Seb Van Mark, Jasper Stuyven, Antoine Duchesne. C'était les débuts de mes grands espoirs de Classic Man. J'étais comme, je devais être champion du monde. Pour vrai, tu pensé un peu ou non? Ben, j'étais vraiment bien, puis j'étais avec eux, mais j'étais tellement intimidé. J'étais comme, moi, c'était ma 2e saison, 2e année à faire les classiques. Puis là, je me retrouve, là, l'équipe était comme, aïe, on a trouvé une pépite. Pépite québécoise de classique. Puis là, on est dans ce groupe-là, puis tout le monde coopère, puis quand on est à l'approche du circuit, puis c'est dur, il y a du vent, puis on se bat pour pas se faire reprendre par le peloton. Puis quand on arrive sur le circuit, à un moment donné, Stuyven, il est juste parti. Il est parti tout seul, dans le vent, puis il ventait, puis il faisait froid. Il est parti tout seul, puis on l'a jamais revu. Nous, tout le monde s'est fait reprendre, je pense, on se fait retrouver à 5 km, 4-5 km de l'arrivée. Stuyven, il a gagné avec 30-40 secondes, solo. Il était 2e année pro aussi, on a passé pro en même temps.
Puis, mais machine, incroyable le numéro qu'il a fait. Là. Ah ouais. Ah, mais Ouais, c'est sûr vous que regardez c'est ça. 2000, je pense que c'était 2015. 2016. 2016 qu'il a gagné. Puis il a 2016, parce gagné qu'en Loop Loop 2015, en 2021. 2015, c'est Cavendish. Puis, tu sais, c'est des grands champions là, qui gagnent cette course-là. Tu sais, je vois la liste. Ben oui. Là, Boonen l'a gagné 3 fois. Ouais. Non, Ah non, mais c'est c'est une du gros course stock. super difficile, mais avec le finish, souvent, mettons, il y a des équipes comme Stuyven, il n'a pas couru dimanche. Souvent, les équipes, puis est-ce qu'ils ont fait rentrer Jonathan Milan à la place? Pour que, avec un espoir de sprint, que je pense qu'il a fini 4e ou 5e dimanche. C'est ça, il y a des coureurs. Parce que l'enchaînement des deux courses et performer sur les deux courses, c'est pas facile. Genre, ouais. Ben, c'est pas impossible. Tu regardes Philipson, il a fini deuxième. Il a fini deuxième le samedi, puis gagné dimanche. C'est que ça se fait. Les grands champions sont capables de performer le week-end entier. Puis. Ça me fait rire. Je suis en train de regarder les gagnants de cette course-là. Puis il y a des bons vieux gagnants là, de ça là, quand même. Et un de ces gagnants-là, c'est. Excuse-moi, je vais te le dire, je ne vais pas le perdre. Van Petegem, tu te souviens de lui? Van Petegem avec les gros bois poilus. Oui, exact. Il a gagné en 2001 cette course-là. Mais tu sais, Johan Museau, qui est le directeur sportif longtemps, qui a été le directeur sportif longtemps de Lance Armstrong. Puis, tu sais, c'est une course. Écoute, je me rappelle d'avoir regardé cette course-là souvent quand même. Puis là, ben, cette année, c'est Jasper Philipsen qui l'a gagné. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ce gars-là? Je sais pas, il est dur à aimer, je trouve, ce gars-là. Même encore aujourd'hui. Puis pas à cause de « Ah, on a de la visite ». Bon, Yaspi, comment ça va? T'as bien récupéré de ton week-end? Oui, ça va bien. Je suis rentré à la maison après un mois, donc même avec les courses, les classiques, c'est toujours agréable d'être un peu à la maison. Donc oui, mais c'est tout bien passé, je pense. Bon, vous êtes content, vous n'êtes pas trop déçu du sprint. T'as fait un beau lead-out samedi quand même? Oui, je pense que Vacek, il était aussi très déçu. À mon avis, il était un de trop fort de la course. Et après, il était encore convaincu pour le sprint qu'il a encore de très bonnes jambes. Mais je pense qu'on a vu que ce n'était pas le cas. Mais il a aussi réalisé qu'il était encore jeune. Aussi pour moi, c'est un peu... Ouais, c'est toujours un peu... pas une grosse déception, mais on sait toujours comme un sprint comme samedi, je peux faire un top 10 et peut-être c'est mieux que maintenant, je sais pas, 15e de Vacek. Et j'ai pas beaucoup de chance dans notre saison, donc c'était une pour faire un top 10 sur un classique. Donc oui, c'est sûr que c'est un peu... c'est pas idéal, mais ouais, j'ai fait comme demandé et ouais, on verra. Comme un bon soldat. Comme un bon soldat, oui, mais je sais aussi très bien que le samedi et aussi le dimanche, je suis pas au niveau que Sanremo et Saxo Classic comme l'année passée, mais je suis dans le même niveau que l'année passée pour le opening la weekend. Période. Ouais. Voilà, pour la période. Donc, c'est un peu... Ouais. C'est toujours mieux de faire un top 10 avec un niveau que tu sais que tu dois encore progresser. Mais pour moi, je suis content parce que je me sentais comme l'année passée et tout s'est bien passé la préparation. Et maintenant, c'est un peu faire confiance pour les prochaines semaines. Puis est-ce que tu dirais, on discutait tantôt avant que tu arrives de la course qui c'est toujours très difficile cette première classique et la nervosité, mais avec une arrivée, c'est rare qu'on a vu des arrivées avec un aussi gros groupe.
est-ce que la course, notre questionnement, c'était est-ce que la course était plus facile que d'habitude ou c'est la densité aujourd'hui des coureurs, qu'il y a tellement beaucoup de coureurs capables d'aller vite, capables de se réorganiser, qui fait que ça fait des plus gros groupes aux arrivées, puis c'est de plus en plus difficile de se démarquer en solitaire comme tu as pu faire en 2021 avec Lampart. Oui, je pense que le niveau de tout peloton, c'est juste plus amélioré que 3 à 5 années passées, mais à mon avis, c'est aussi un peu... donc, ils ont changé un petit peu le parcours. Donc, ça, c'est toujours... ça donne un peu une dynamique différente. Et pour moi aussi, Visma, les autres années, ils ont vraiment fait la guerre le samedi et le dimanche. Et maintenant, c'était un peu... Ouais, ils étaient dans la défense après Molenberg. Et... avec Alpecin, dans la groupe, ils étaient avec 5 ou 6. Et avec Philipsen, ils roulent pour un sprint avec Philipsen. Après, c'était aussi, à partir de Molenberg, c'était plutôt le vent en face. Donc, c'est tout ça change beaucoup pour vraiment faire le final. Et si on regarde les années passées, c'était c'était Van Baarle, mais après c'était un grand groupe, c'était Tratnik et Pollitt, mais après c'était un groupe de 30, 40, je sais pas, ou je sais plus. Mais donc, je pense que cette année, avec la malchance peut-être pour Visma, ça a changé un peu la dynamique de la course et aussi un peu, normalement avec Visma, ils sont toujours très agressifs et offensifs pendant la course et maintenant ils étaient dans la défense. Et Alpecin était une équipe, surtout pour Omloop, avec une équipe qui voulait très bien avoir un sprint avec Philipsen. OK. Qu'est-ce que tu as pensé de l'attaque dans le feed zone avant le mur de Grammont de UAE? J'ai vu que le monde n'avait pas trop l'air satisfait de cette attaque. Donc, juste pour mettre en contexte, les groupes passent à travers les helpers qui donnent à manger, qui donnent les sacs de nourriture aux coureurs. Et puis, dans cette zone-là, ou en fait, en sortant de cette zone-là, UAE a décidé de mettre les gaz dans le fond. C'est un peu une règle non écrite que tout le monde veut se ravitailler, puis c'est pas là qu'il faut attaquer. Oui, mais aussi pour ça, ils ont changé un peu les règles pour le ravitaillement et c'est vraiment c'est un peu bizarre et à mon avis, il doit encore rechanger toutes les règles, mais donc maintenant on a, je pense, 4 ou 5 fois le ravitaillement et c'est le seul point qu'on peut prendre le bidon. Donc, c'est toujours un peu le stress comme championnat du monde, tu vois. C'est toujours 50 personnes dans 200 mètres et c'est la seule partie ou le seul point que tu peux prendre quelque chose. Et surtout, à ce moment-là, pour le classique, c'est pas idéal parce que maintenant, c'est pas les équipes, je pense que c'est l'UCI qui décide pour où se mettre le ravitaillement. Mais il y a des places que, par exemple, comme samedi, c'est juste avant une côte très, très importante, juste avant un secteur de pavé. Donc, je pense peut-être ça va arriver qu'il y a des autres équipes qui vont faire une attaque en même temps. Ouais, c'est ça. C'est ça, je trouvais que c'était drôlement placé dans cette approche que souvent déjà tout le monde à l'approche du mur, tout le monde essaie de se placer. Puis avant, contrairement avant dans les classiques, tu avais du ravitaillement pratiquement en haut de chaque mont. Tu avais toujours un soigneur avec un bidon, parce que des fois avec le pavé tu peux perdre ton bidon, c'est que tu pouvais être ravitaillé pratiquement 20 fois dans une course parce qu'en plus c'est facile pour les soigneurs de faire des coupes vu que c'est 200 km mais dans un rayon d'à peu près 15 km de distance, on fait juste tourner en rond pour aller chercher tous les monts.
Donc, c'est assez facile de couper. Mais là, maintenant, pour 5 options de ravitaillement sur 200 km, c'est pas énorme. Puis dans ce genre de course-là, surtout quand la course est lancée, tu veux rarement descendre à la voiture pour te ravitailler parce que le positionnement est tellement important. Donc, voilà, ça va rajouter un stress de plus, malheureusement, dans des courses qui sont déjà assez stressantes. Jasper, j'ai une question toute simple, en fait. On en parlait avec Antoine sur la forme la forme physique du week-end. Quand on termine un week-end comme ça, c'est le début de la saison. Est-ce que, en sortant de ton week-end de classique comme ça au début, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça va être ta forme pour la suite de la saison? Tu sais, est-ce que tu as le feeling, tu dis, ah ouais, ça va être une bonne saison? c'est c'est difficile à dire, mais c'est comme j'avais dit, maintenant, j'ai fait une très bonne préparation et je me Ouais. sentais un peu comme l'année passée. Donc maintenant, je sais très bien si je fais encore Tirreno la semaine prochaine, si je reste en bonne santé, je peux arriver au même niveau que l'année passée. Et l'année passée, c'était assez pour vraiment être avec les meilleurs 5, on peut dire. Ouais. Mais Ouais. si ça suffit pour cette année, on ne sait jamais. Mais donc, je pense qu'il n'y a que 2 coureurs pour l'instant pour les classiques qui savent très bien si la forme est assez bien, c'est-à-dire Mathieu, mais je pense que pour tous les autres coureurs, c'est toujours un peu... on n'est pas sûr, mais aussi on peut faire tous les entraînements, et on voit les chiffres, on a le sentiment et l'expérience. Mais Et c'est si ça, même tout aujourd'hui, est... même aujourd'hui, avec plus de 10 ans, 12 ans professionnel, tu as gagné ces courses-là, tu as été sur les podiums des plus grands monuments, tu as encore ce questionnement-là, tu sais, avec tes sensations, tu as encore un peu cette appréhension de est-ce que je vais être assez fort cette année? Est-ce que les autres en ont assez fait? Oui, T'as encore oui, ça en oui, toi, parce même que étant... si on doit s'améliorer parce que je pense que tous les coureurs, ils disaient toujours après l'hiver, moi j'ai gagné 15 watts ou 20 watts ou 10 watts sur, je ne sais pas en français, le FTP. Ouais, Mais on dit FTP on, aussi, on, ouais. on a besoin de ça parce que sinon, on est déjà lâché. Donc, mais c'est vrai, Antoine, comme tu dis, avec l'expérience de 2 ans, je suis un peu plus calme parce que je sais très bien si j'arrive au niveau et si maintenant tout est bien passé, que normalement, physiquement, je serai prêt pour le classique si Tirreno, rien Ça passe passe là-bas, bien. mais voilà. Mais Est-ce que tu cours à Stradé samedi? non, non. Donc, je fais Pastrade et je pars samedi pour aller à Pisa pour Tirreno. Ouais. OK, j'ai une dernière question, Gear. Je pense que le Trek Madone de votre équipe est ça, c'est ma préférence, là. Je pense que c'est le plus beau vélo du peloton, pour vrai. Mais ça fait très longtemps, j'ai déjà roulé sur Trek way back. Est-ce que c'est un Mhm. vélo, puis je sais que tu ne parleras pas contre ton commanditaire, mais il demeure Surtout que que c'est un event toute sa carrière, ça fait je 15 sais, ans je qu'il sais, roule mais des treks. de tous les vélos que tu as roulés chez Trek, tu sais, il y a la géométrie de ce vélo-là qui est là depuis 2 ans à peu près. Est-ce que tu sens l'amélioration face aux anciens Madone, genre? Euh, oui, parce que maintenant, je suis pas sûr combien d'années on a fait les 2 vélos, et Monda et Madone. Je pense que c'est Ouais, presque 5 ans. Euh, et maintenant, c'est juste Madone. ouais. Donc, Pour tous les pour types moi, de parcours. c'était... Ouais, voilà, voilà. Donc, moi, j'ai roulé la Madone, c'était décembre 23. Et à Ouais, ce ouais. moment-là, je disais déjà avec tous les ingénieurs de Trek et les responsables que j'étais un peu déçu qu'on n'a pas le vélo déjà pour le classique parce que pour moi, c'était le Ah ouais. vélo
idéal. C'était plus léger, c'était un peu plus réactif pour toutes les accélérations qu'on a besoin pendant le classique. Et c'est le même aérodynamique que l'ancien m'en donne. OK, Et j'ai le confort j'ai sur fait les les résultats. pavés, même le confort sur les Le pavés confort, était. ça c'est la plus grande différence, je pense. Ah ouais? Ok. L'ancien Madone était un peu plus rigide pour les pavés, donc maintenant on doit vraiment faire un peu, on doit s'adapter un peu, mais aussi avec les pneus. Euh, Tu sais bien, Antoine, comme nous étions Espoir, c'était peut-être Roubaix avec le Des 28 et 22. maintenant Même pas. voilà. Donc moi je pense que junior Roubaix j'ai fait avec le 25, c'était large, c'était énorme. Maintenant on roule toutes les courses 28, je pense même Alpecin, toutes les courses il fait avec 30. On dirait Donc à chaque 2 ans, ça monte d'un rayon, ça monte d'un rayon. apparemment. Tu sais, dans le podcast qu'on fait avec Antoine, quand j'ai recommencé. Tu sais, je suis un vieillard comparé à vous, là, j'ai 45 ans. Et j'avais arrêté de rouler comme sérieusement pendant 8 ans à peu près. Et puis je racontais en fait, c'est Antoine qui m'a appris que maintenant, tout le monde roulait avec des 28 parce que sur mon vieux, sur mon vieux Villiers, j'étais sur 23 en me disant comme That's the way to go, 23, pas de 23 à problème. 8 bars. Ouais, c'est ça. Fait que là, Antoine, il riait de moi, c'est comme un dude, on est tellement pas là. Mais écoute, Ah, mais j'ai ça moins de change crevaisons maintenant. depuis. C'est ça qui est beau avec des vélos qui sont justement très rigides et peut-être moins confortables, avec une capacité de 30, voire même 32 des fois. Ça devient. Je me souviens, le dernier Roubaix que j'ai fait, c'était avec un vélo aéro avec des 30 gonflés à 4 barres. Ça donne tout le confort nécessaire pour faire la course. Eh bien, Jasper, on ne te dérange pas plus longtemps. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Avec plaisir. On te souhaite quoi pour 2025? Quel objectif? Quel objectif? Ouais. Pour moi, c'est toujours encore Paris-Roubaix. Ah ouais. Ça sera un très bon objectif, mais je pense que c'est la course que oui, j'aime le plus que de tous les classiques. Mais si je gagne E3 ou Gone With the Game, je pense maintenant avec la supériorité de quelques coureurs, c'était déjà une très Une bonne, réussite. très bonne victoire. Ben, je te le souhaite, mon vieux. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci beaucoup. Avec Maneke. plaisir. Avec Bonne plaisir. À saison de bientôt, vélo. bonne chance. Puis on va suivre ça de près. Reste en santé à Tirreno. Tombe pas malade. Puis on va te regarder de près. Ah, super. Allez, merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye bye. Merci, Jasper. Merci, bye. Merci, Antoine. On se reparle la semaine prochaine. On a beaucoup de choses aussi à discuter parce qu'il va y avoir encore plein de courses. Puis, merci à Écoeil. Merci au CNCB à Bromont qui, encore une fois, nous invite à aller rouler. Je vais y aller en avril. Fait que prépare-toi. On va aller rouler un peu là-bas. Ouais, puis Argon va peut-être me reprêter un vélo. Ah, tu vas être capable. Mais là, ça te prend, faut demander avec un guidon normal. Là. Avec un guidon normal, tu vas vraiment être plus à l'aise. Je vais réussir. Puis, donc, merci à cette gang-là. Merci à Argon. Merci à Écoeil. Et puis, ça, c'était notre petit update. Mais on va faire aussi des sorties de vélo en gang avec les auditeurs. Ça me plairait énormément. Donc, ouais, on travaille. On est là-dessus. On va essayer de rouler ensemble tout le monde cet été. Avec nos beaux Argon. Beau bébé, là. Ouais. Je vais aller faire une sieste. Ouais, bye. Hey, salut, là. Bonne journée à tous.